Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ici dans le studio de l'IH2EF pour un nouveau numéro de votre émission Au Périscope que vous retrouvez donc chaque mois sur la page YouTube de l'IH2EF et sur le site de l'IH2EF. Ce numéro aujourd'hui sera consacré à la liaison école-collège. Nous sommes ensemble comme d'habitude pour 1 heure. Nous allons parler des enjeux autour de cette thématique et puis ensuite nous intéresser à quelques témoignages autour du terrain. Vous le savez bien sûr, vous pouvez réagir sur la plateforme X avec le hashtag Au Périscope tout au long de l'émission pour interagir avec nos intervenants qui répondront éventuellement à vos questions post-émission. Je vais justement les présenter avec 3 intervenants aujourd'hui avec moi en plateau, à commencer par vous, François Van Den Broek. Vous êtes IGESR, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. À votre droite, Fabienne Tricoté, vous êtes inspectrice de l'éducation nationale dans l'Académie de Strasbourg. Merci d'être venue en terre poitevine. Jean-Baptiste Rota, vous êtes inspecteur d'académie et directeur académique adjoint des services d'éducation nationale de la Seine-Maritime. Merci aussi d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, donc je vous propose déjà de commencer par une première partie consacrée aux enjeux de la continuité école-collège. Peut-être avec vous, Monsieur Van Den Broek, une première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte institutionnel se pose cette liaison école-collège ? Alors, il est vrai que la rupture qui intervient entre la fin de la scolarité dans le premier degré en CM2 et la continuité au collège pose de réelles questions. Et c'est la loi de refondation de l'école en 2013 qui institue la nécessité ou qui rappelle la nécessité d'assurer la meilleure continuité et de renforcer les actions de coopération entre les écoles et les collèges pour arriver à lisser au maximum cette rupture-là. Et donc l'enjeu principal, ça va être d'assurer cette continuité pédagogique pour que les élèves qui arrivent en 6e puissent exprimer au mieux les compétences qu'ils ont acquises dans le premier degré. Alors, on parle de quelles instances, quelles fonctions et quelles compositions ? Alors, les instances qui sont mises en place par la loi de refondation de 2013, c'est en premier lieu le conseil école-collège qui a pour but de définir les actions à conduire en interdegré qui vont permettre d'assurer au mieux cette transition-là. Donc, le conseil école-collège, il est présidé par donc le principal du collège ou son adjoint et l'IUN de la circonscription dans laquelle le collège recrute. Donc ce sont vraiment 2 pilotes pédagogiques qui sont, je dirais, aux manettes du conseil école-collège. Il a également différents membres, des représentants donc, du collège, des professeurs qui sont proposés par le conseil pédagogique et aussi des professeurs des écoles qui sont proposés par les conseils des maîtres des écoles correspondantes. Et donc c'est une instance qu'il faut bien distinguer de l'autre instance qui est le conseil de cycle 3 qui, lui, réunit en fait des enseignants du cycle 3 à la fois de la classe de 6e et de cours moyens. Et ce sont ces enseignants-là qui élisent parmi leurs conseils leur président. Voilà. Donc les 2 instances sont différentes et le conseil de cycle 3 a pour vocation de définir en fait la partie du projet pédagogique du cycle 3 et de définir la progressivité des apprentissages donc du cours moyen première année jusqu'en 6e. Voilà, on a ces 2 instances qui sont donc différentes et qui vont permettre d'accompagner le parcours des élèves du cours moyen vers le début du collège en 6e. Alors pour ces acteurs aujourd'hui, quels sont les enjeux de la continuité pédagogique et didactique ? Alors, ce que je disais précédemment, c'est vrai que le passage du cours moyen en 6e, c'est une vraie rupture. Et donc, il s'agit en fait de lisser au maximum cette transition-là pour que les élèves puissent exprimer au mieux en 6e les compétences qu'ils auront acquises dans le premier degré. Donc, il y a différents enjeux à avoir, celle de on va dire une continuité didactique, puisqu'on va passer finalement dans le premier degré d'un professeur qui porte plusieurs disciplines vers une culture disciplinaire différente au collège où chaque professeur est attaché à une discipline. Et donc il faut qu'il y ait un accord, une continuité, une fluidité dans les méthodes didactiques utilisées. Donc ça, c'est le premier enjeu qui va permettre de finalement fixer un cadre au collège dans lequel les élèves vont pouvoir à nouveau exploiter les compétences qu'ils ont acquises dans le premier degré. Il y a des obstacles déjà identifiés qui pourraient entraver cette continuité ? Oui, alors des obstacles, on peut distinguer en 2 parties, des obstacles pour les élèves eux-mêmes, mais aussi des obstacles pour les enseignants. Alors,
Pour les élèves, il s'agit en fait d'accompagner dans leur développement personnel le passage, on va dire, d'enfants à de préadolescents, où on a finalement en CM2, les élèves sont les plus âgés dans la cour d'école, ils se retrouvent parmi les plus jeunes en 6e, donc il y a une rupture ici qui peut être déstabilisante pour certains, mais qui peut être aussi féconde si elle est correctement accompagnée, puisque en fait ils vont gagner en autonomie. Les élèves vont passer aussi d'une organisation pédagogique à une autre. Ils sont au cours moyen, que ce soit en première année ou en deuxième année, dans un univers où il y a une unité de temps et de lieu d'action pédagogique, la classe, alors qu'au collège, ils vont être cette fois-ci confrontés à un emploi du temps qui est beaucoup plus segmenté, avec des classes, des lieux différents, des temps pédagogiques qui sont articulés de façon aussi différente que dans le premier degré. Et ça, c'est une vraie rupture pour eux. Et on voit parfois des adaptations qui sont conduites en classe de 6e pour aller progressivement d'une organisation qui est celle du premier degré vers l'organisation qu'on connaît au collège. Donc là, c'est les principales ruptures en fait pour les élèves, c'est ce changement d'environnement. Il y a aussi une rupture que connaissent les élèves et qui est aussi un obstacle que rencontrent les enseignants, c'est finalement la culture disciplinaire propre à chaque enseignant au collège, alors qu'on a plutôt une polyvalence pour les professeurs des écoles. Et donc, il y a une multiplicité de contrats didactiques entre ces différents professeurs et les élèves. Il faut que les professeurs soient vigilants pour permettre en fait à chaque élève de pouvoir exprimer ses compétences telles qu'il les a acquises dans le premier degré. Et donc, il va falloir que chaque professeur sache finalement ce que exigent ses collègues, mais aussi la façon de procéder des professeurs des écoles. Donc, il y a ce passage finalement d'un enseignement polyvalent à des enseignants monovalents qui est une vraie difficulté qu'il faut arriver à aplanir au maximum. Sur le dernier point que vous dites, il y a un enjeu de communication et de coopération finalement. Voilà, il y a un enjeu de communication et de coopération entre les enseignants et c'est justement le rôle des instances que j'évoquais précédemment, le conseil école-collège et le conseil de cycle 3, qui c'est d'ailleurs un des objets qui est porté par la loi de 2013, c'est de mettre en place toutes les actions de coopération qui vont permettre d'avoir une transition la plus fluide possible pour accompagner les élèves dans leur parcours de formation. Alors, on a vu les acteurs, les obstacles. Quels sont les outils à disposition pour parler de cette continuité ? Un outil auquel on peut penser, c'est le livret scolaire qui accompagne l'élève au cours de sa scolarité, dans lequel sont consignés tous les acquis des élèves et qui permettent finalement aux professeurs qui accueillent ces élèves au collège de mieux connaître quel est le parcours scolaire antérieur de chacun des élèves dont il va avoir la charge. Donc ça, c'est un outil important. Il y a aussi, bien sûr, les instances que j'évoquais précédemment, qui sont des espaces de concertation où on va pouvoir définir ou échanger sur ces pratiques pédagogiques et didactiques. Et tout ça, ça doit s'inscrire finalement dans une logique de parcours scolaire pensé sur le long terme pour accompagner les élèves des premières classes vers la fin du collège et ensuite au-delà au lycée. Et ce sont ces outils, cette traçabilité finalement du parcours scolaire des élèves qui sont les points essentiels qui doivent permettre d'assurer au mieux cette continuité pédagogique à l'interface entre le premier degré et le second degré. Vous avez des exemples un petit peu de parcours scolaire justement Oui, alors il y a des parcours qui sont institutionnels, donc celui qui consiste finalement à viser une cohérence dans la formation artistique et culturelle, donc le parcours éducatif, artistique et culturel, qui permet donc d'assurer la progressivité et la continuité des actions de formation en termes d'accès à la culture pour tous les élèves. Il y a aussi le parcours citoyen qui accompagne l'élève dans son développement personnel pour devenir plus tard un citoyen responsable. Et là aussi, on peut imaginer que ce parcours-là est nourri progressivement et on n'attend pas
peut-être pas forcément les mêmes choses, un élève au cycle 2, au cycle 3 et ensuite au cycle 4 au collège. Donc il est important de garder une traçabilité, une lisibilité pour ces parcours-là et puis faire monter progressivement les élèves en compétences. Et il existe aussi le parcours éducatif de santé qui permet aux élèves d'être conscients des enjeux d'alimentation, de santé. Et ce sont 3 parcours institutionnels, mais on peut aussi imaginer que les instances évoquées précédemment puissent être vigilantes aussi sur d'autres aspects de la formation des élèves dans les domaines scientifiques, par exemple, en mathématiques ou surtout les apprentissages dits fondamentaux. Alors ça amène peut-être notre transition justement vers la seconde partie qui est consacrée plus au témoignage de terrain, sur lequel on va pouvoir avoir un débat. Peut-être en illustration de tout ce que vous venez de nous dire, il y a de nombreuses actions qui existent déjà. Oui, alors il y a quelques actions classiques qu'on retrouve souvent dans la liaison école-collège, comme des visites organisées pour les élèves de CM2 en 6e, constituent en fait des journées d'immersion où on va découvrir les lieux spécifiques au collège et découvrir le fonctionnement du collège en fonction de ce que j'évoquais précédemment, avec cette multiplicité de lieux pour que le jour J, les élèves ne soient pas complètement perdus dans leur nouvel environnement. Il y a aussi des projets qui peuvent être développés communément entre le premier et le second degré. Donc mes collègues reviendront sur ces points-là et illustreront le fait que ces projets, ces actions ont parfois la caractéristique d'être très monodisciplinaires et d'être moins intégrés ou pensés dans le parcours de formation des élèves. Peut-être en complément sur différentes actions. C'est vrai que dans toutes les académies, probablement, le Conseil école-collège prévoit un projet d'action, un plan d'action dans lequel il y a effectivement les immersions dont François parlait, mais aussi tout type d'action autour de Maths sans frontières ou très typiquement des actions autour de l'EPS, des crosses communs. Donc tout ça, c'est des choses qui existent et depuis des années de façon assez classique. Merci en tout cas François Vandenbrouck pour cette introduction, cette précision des enjeux autour de cette thématique de liaison école-collège. Alors peut-être justement parler de ce pilotage interdegré avec vous d'abord, Jean-Baptiste Rota. Quel est votre point de vue, vous, avec des exemples sur votre échelle départementale qui est la Seine-Maritime ? Alors, moi je pense que cette liaison école-collège s'inscrit dans une logique de construction de trajectoire, de réussite pour les élèves en les accompagnant dans leur parcours et aussi en sécurisant et en commençant par sécuriser les transitions, avec un double enjeu dans l'acquisition des savoirs fondamentaux qui est à la fois de stimuler les élèves performants, parce que ça c'est un enjeu, mais aussi d'étayer autant que nécessaire les élèves qui sont en difficulté. Et ce qu'on observe, c'est que pour les collèges qu'on pourrait qualifier de performants, c'est-à-dire les collèges qui parviennent quelque part par leur résultat à contrer ce qu'on aurait pu attendre de la sociologie, on observe que la liaison école-collège est souvent installée et c'est souvent une liaison qui vit. Alors, pourquoi elle vit ? Qu'est-ce qui permet de la faire vivre ? Moi, je dirais qu'elle s'appuie sur 2 robustesses, finalement. La première, c'est une robustesse de pilotage conjoint entre le chef d'établissement du collège, le principal, d'une part, et l'IEN de circonscription, d'autre part, auquel il faut aussi associer les directeurs d'école, dont le rôle dans le pilotage pédagogique a été renforcé. Ce pilotage, à mon sens, doit s'inscrire sur une analyse robuste des besoins réels des élèves et pas simplement sur du ressenti des équipes par rapport à telle ou telle tendance, pas simplement non plus sur des effets d'opportunité parce qu'on a une appétence particulière pour telle ou telle notion. Et pour ça, je crois que les évaluations nationales sont un outil particulièrement intéressant parce que quand un travail est conduit sur ces évaluations nationales et en regardant peut-être toute la chaîne, du CP jusqu'à la 4e, eh bien, on arrive à objectiver les choses et finalement à conduire un pilotage qui va au plus près des besoins des élèves.
L'autre robustesse, à mon sens, c'est l'implication et l'engagement des équipes pédagogiques dans cette liaison interdegrés qui doivent parfois transgresser, et je vais employer ce terme-là, des cultures et des habitudes professionnelles. Parce que, François l'a effectivement mentionné, on peut avoir des professeurs de collège qui se vivent et se pensent plutôt sur de l'apprentissage du disciplinaire, là où les professeurs des écoles vont avoir peut-être une approche plus sur les apprentissages en transversalité. Il y a aussi la question de la culture de la concertation qui est institutionnalisée dans le premier degré, dans le cadre de ces fameuses 108 heures, et qui, même si elles sont dans les missions des professeurs du second degré, ce temps institutionnel n'est pas toujours formalisé, et c'est aussi peut-être un frein à ce que parfois ça se mette en place. Voilà. C'est-à-dire quoi, si je vulgarise, de part et d'autre, il faut faire un petit effort, mettre un peu d'eau dans son vin pour s'ouvrir à l'autre. Oui, s'ouvrir à l'autre, faire un effort, je sais pas, mais peut-être oser plus que faire un effort, parce que je crois que derrière ça, il y a parfois aussi une double question de légitimité, et de savoir, est-ce que je suis légitime, moi, professeur du collège, pour aller au contact des écoliers, et inversement, pour un professeur d'école, suis-je légitime pour aller au contact des collégiens ? Peut-être ajouter un point là-dessus, les statuts différents et l'organisation du temps scolaire différents. C'est vrai que les professeurs du premier degré ont ces temps statutaires de formation, alors que ce n'est pas forcément le cas pour les professeurs du second degré. Et donc ces différences-là, elles conduisent à identifier un temps commun possible, et ce n'est pas toujours simple. Fabienne Tricotet, je rappelle que vous êtes inspectrice de l'éducation nationale dans l'académie Strasbourg. Au regard, alors dans la continuité plutôt de ce qu'on vient d'entendre, sur quels indicateurs aujourd'hui et outils peut-on s'appuyer ? Alors, sur les indicateurs, effectivement, Jean-Baptiste reparlait des évaluations nationales, mais moi, ce que j'aimerais développer, c'est justement l'idée qu'on a longtemps travaillé sur l'axe élève, en oubliant parfois de travailler l'axe des gestes professionnels des enseignants, pour les raisons qu'on venait de développer, et aussi tout simplement le partenariat entre principaux et inspecteurs. Et il se trouve que dans le Haut-Rhin, depuis, je crois que c'est la 3e année, on a quelque chose d'un petit peu particulier, mais qui est en train de se développer dans d'autres départements et d'autres académies, qui s'appelle le dialogue de pilotage pédagogique de la continuité, et qui permet finalement chaque année de travailler entre un inspecteur de circonscription et les principaux de sa circonscription sur 4 thématiques qui sont données par le DAZEN, par le directeur académique. Et à partir de ce travail de dialogue qui doit aboutir à une réunion de 2-3 heures où la présentation de ce travail se fait auprès de l'équipe de pilotage, de l'équipe de direction, avec une commande qui est une diapositive de prospective et une diapositive de perspective. Et pour exemple, cette année, nous avons à travailler sur l'alliance éducative avec les familles, sur l'école inclusive, sur le travail personnel dans et hors la classe, et sur les évaluations nationales. Et finalement, ces thématiques-là qui ne sont pas disciplinaires, en tout cas majoritairement pour 3 d'entre elles, nous ont permis finalement de créer un partenariat et un vrai espace de discussion entre cadres. Et finalement, c'est peut-être ce qui manquait jusqu'à maintenant, c'est ce préalable de discussion entre cadres. Et le choix qu'on a fait sur la circonscription, en interétablissement, c'est-à-dire en relayant trois collèges différents, c'est de faire travailler les enseignants sur ces mêmes thématiques-là. Donc, avec des groupes de travail, en utilisant le temps conseil de cycle 3, ce qui permet finalement d'avoir davantage d'enseignants de 6e, les professeurs des écoles, et qui ont fait en plus un choix, donc d'utiliser aussi en termes de motivation l'autodétermination entre ces 3 thématiques-là pour se réunir à raison de 2 fois sur l'année et travailler en appui sur les formateurs de ma circonscription, donc les conseillers pédagogiques et des formateurs associés, pour travailler sur ces thématiques-là. Et en particulier sur la thématique du travail personnel dans et hors la classe,
ça nous fera peut-être une liaison sur la question du devoir fait, parce que finalement, travailler avec des enseignants du second degré et des enseignants du premier degré sur le travail personnel hors la classe, c'est commencer à se poser la question de la réussite de tous, et aussi de cette question de qu'est-ce qu'on demande à un enfant, à un élève, sur son travail personnel hors du temps scolaire. Alors on va y venir dans quelques instants sur ces devoirs faits. Fabienne Tricotet, peut-être en complément de ce que vous venez de nous dire, vous parlez de deux rassemblements par an, grosso modo, pour travailler sur les 4 thématiques. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui ? Alors c'est la 2e année qu'on essaye de travailler comme ça. La question du temps est toujours une question, je pense, latente, quelle que soit la thématique qui est abordée. Alors, je vais vous donner juste mon point de vue très court. C'est qu'on a tous 24 heures par jour et on a 24 heures par jour un certain nombre de fois consécutives qu'on ne connaît pas, ni vous ni moi. Maintenant, on décide sur son temps de travail d'octroyer du temps qui nous paraît nécessaire à chacun des éléments. Donc, le temps institutionnel, il est pensé pour les enseignants du premier degré, dans les 108 heures. Donc, finalement, on utilise ce temps-là. On a un petit peu regroupé aussi avec le temps dévolu au conseil école-collège, c'est-à-dire qu'on l'a un peu réduit, parce que ça restait parfois, alors peut-être que je m'y prends mal, mais en tout cas, c'est parfois un temps très, très formel, où finalement les enseignants prenaient peu la parole, et c'était simplement le principal, son adjoint, et l'inspectrice qui donnait des informations, typiquement le relais des évaluations nationales, mais finalement utiliser ce temps-là, même s'il est seulement de 2 fois 2 heures, c'est déjà un préalable à faire vivre le conseil école-collège et vraiment faire échanger, parce que les choix de modalités de formation qu'on a fait pour ce temps de travail donne du temps de réflexion collectif. C'est pas seulement des apports. Il y a à chaque fois des temps d'apport, mais aussi du temps de travail collectif. Donc c'est plus seulement du descendant, c'est aussi de la co-construction. Ah oui, complètement, oui. Oui. Juste pour insister sur ce que rapportaient mes collègues Jean-Baptiste et Fabienne à l'instant, et qui montre bien que pour les principaux de collège et les IEN, ils ont une fonction importante de pilote pédagogique. Et que, c'est ce que disait Jean-Baptiste, c'est vraiment un point essentiel pour que cette liaison école-collège fonctionne. Se positionner en premier pilote pédagogique. Et typiquement, sur ces 2 temps de 2 fois 2 heures, les principaux, leurs adjoints, les conseillers principaux d'éducation étaient présents dans l'un des groupes. Donc, il se crée aussi, finalement, une culture commune, partagée, dans la continuité de ce dialogue de pilotage institué par le directeur académique. Et ce pilotage pédagogique qui d'ailleurs appelle sans doute aussi parfois à être étayé par l'institution. Moi, c'est une demande que j'ai pu avoir de certains principaux qui parfois se sentent un peu démunis dans les conseils école-collège pour pleinement prendre en charge ce rôle de pilote pédagogique. Et donc nous, ce qu'on a mis en place sur un bassin d'enseignement dans le département, c'est justement de constituer une communauté apprenante de chefs d'établissement pour pouvoir travailler ces questions-là et les outiller quelque part à ce pilotage pédagogique et peut-être même aussi didactique. Moi, je prends un exemple assez simple, on parle de résolution de problèmes. Bon, si on n'a pas un profil scientifique, travailler sur la résolution de problèmes, c'est pas forcément complètement immédiat de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Et donc, de piloter quelque chose, si on n'a pas un peu une culture, un petit vernis sur cette notion-là, c'est compliqué. Et donc, nous, on va essayer cette expérimentation-là d'outiller aussi sur les aspects didactiques les chefs d'établissement pour qu'ils puissent se saisir pleinement de ces questions de pilotage dans le cadre du conseil école-collège, mais aussi peut-être dans leur établissement au niveau du conseil pédagogique. C'est vrai que typiquement, dans le cadre de mes missions d'animatrice de bassin, c'est aussi un lieu d'acculturation commune qui vient enrichir le conseil école-collège, la liaison école-collège, parce que finalement, au moment des réunions de bassin, se joue quelque chose de l'ordre de l'informel, mais aussi des échanges, de la compréhension du métier de l'autre. Fabien Tricotet l'a évoqué tout à l'heure, les devoirs faits. Quelles sont les attentes, Jean-Baptiste Rota, autour de ce point particulier ?
Oui, alors peut-être commencer par dire qu'un outil de devoir fait en néant pour cette continuité, cette transition école-collège ne suffit pas en lui-même. Et ça a été exprimé dans le début de cette émission, c'est qu'il faut que cet outil soit intégré, soit piloté et soit partagé par les différentes équipes. Le dispositif devoir fait, généralisé en 6e, a quelque part pour objectif de limiter la rupture entre l'école et le collège, parce qu'on sait que les ruptures sont toujours défavorables finalement aux élèves les plus fragiles. Et donc l'objectif n'est pas d'occuper l'enfant sur des temps morts dans l'établissement, mais bien de l'aider à prendre en charge sa relation au travail pour le conduire vers l'autonomie. Et il y a une question qui souvent constitue un frein et conduit parfois à ce que malheureusement le dispositif se convertisse en une forme d'étude surveillée, c'est de se dire quoi faire et comment faire avec les élèves quand l'enseignant n'est pas un enseignant de la discipline. Et donc finalement, comment aller travailler cette transversalité. Et je crois que c'est là qu'on voit pleinement l'effet de pilotage et ce que doit être cet effet de pilotage interdegré, qui est finalement la rencontre de deux expertises. L'expertise des professeurs du second degré avec une expertise disciplinaire, l'expertise des professeurs du premier degré avec cette capacité à faire acquérir des compétences en transversalité. Et aujourd'hui, on dispose des outils pour le faire. Le pacte enseignant le permet, avec la possibilité pour les professeurs des écoles d'intervenir dans les collèges. Mais à nouveau, pour que le dispositif ait pleinement son efficience, il faut que les choses soient pensées en amont, objectivées, c'est-à-dire qu'on ait vraiment un temps de travail où on regarde où sont les besoins, qu'on les identifie et qu'on voit comment les choses peuvent être construites en transversalité et en interdegré. Donc je crois que c'est vraiment ça le cœur de ce pilotage-là, c'est de faire rencontrer ces deux expertises et sur des analyses robustes et étayées. Fabienne Ricoté, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, c'est vrai que l'outil du pacte a pu vraiment modifier un certain nombre de choses, parce que le travail qu'on a fait avec les principaux dont je vous parlais tout à l'heure, finalement a facilité la mise en place de pactes enseignants premier degré sur les heures de soutien, mais aussi sur le devoir fait, donc, qui va se poursuivre à la rentrée. Et finalement, c'est la première fois où les enseignants du premier degré revenaient avec un pied dans la classe de la 6e, et finalement avec une prise de conscience de ce qui avait pu se passer entre les élèves qu'ils avaient pu laisser au CM2 et puis la classe de 6e. Mais aussi, on a signé un certain nombre de pactes avec des enseignants de maternelle. Des enseignants de maternelle qui finalement montent en compétences puisqu'ils étaient volontaires en allant sur ces dispositifs de devoir fait, mais aussi avec finalement des modalités pédagogiques et des habitudes de travail autour de la question de l'autonomie par exemple, qui semblent un petit peu éloignées, mais finalement qui sont vraiment au service de la réussite des élèves. Et là, dans la poursuite de cette réflexion, les IAIPR effectivement du département sont venus observer ces temps d'heures de soutien, d'approfondissement ou de devoir fait portés par des enseignants du premier degré et du second degré. J'ai eu la chance de pouvoir aller avec eux et c'est vrai que c'était vraiment intéressant de pouvoir observer ce dispositif conjoint de co-enseignement, alors qu'on cherchait depuis un moment comment trouver à la fois le temps, l'opportunité de travailler en co-enseignement. Et la dernière chose qui me semble nous amener là en mai et en juin, c'est la réflexion nécessaire au sein des conseils de cycle 3 ou des conseils école-collège sur la mise en place des groupes de besoins, sur la base de quels indicateurs, des évaluations nationales très certainement, mais aussi peut-être d'autres réflexions sur des chiffres de l'ADEP, ou en tout cas qu'est-ce qui va pouvoir permettre d'avoir des groupes de besoins qui vont être évolutifs au cours de l'année. Ça va être un gros chantier en mai-juin.
Un autre intérêt aussi de l'intervention des professeurs des écoles en 6e, c'est que ça leur permet effectivement non seulement de voir ce que leurs anciens élèves sont devenus et comment ils se sont adaptés, mais aussi de découvrir d'autres élèves qui n'étaient pas forcément les leurs au cours moyen et de mesurer quelles sont justement les forces, les difficultés de ces faiblesses ou les faiblesses de ces élèves-là, pour que les professeurs des écoles, en voyant d'autres profils, puissent aussi réguler leur enseignement. Et finalement, ce regard un petit peu élargi, ça montre que le conseil école-collège, il a aussi vocation à faire entrer les écoles et le collège dans une vraie dynamique de réseau, donc sous le pilotage donc, de l'IEN et des principaux. C'est tout à fait ça. Je pense à un directeur qui m'a dit finalement, parce qu'on a quand même un certain nombre d'écoles rurales, donc des toutes petites cohortes, souvent avec des classes de double niveau, CM1, CM2. Donc finalement, la représentation qu'un enseignant de CM2 ou de CM1, CM2 peut avoir, voilà, résulte de ses habitudes dans un petit milieu, il connaît les familles. Et finalement, l'un des enseignants qui justement va sur le collège est revenu en disant « Je me suis rendu compte que mon curseur n'était peut-être pas le bon ». Et finalement, que sa conception de la difficulté scolaire n'était peut-être pas complètement ajustée. Et à l'inverse, il avait peut-être à travailler sur certaines thématiques qui ne lui semblaient pas. Donc effectivement, ça a permis de replacer un peu son curseur d'exigence ou de lieu de travail. Jean-Baptiste Rotard, on a parlé de devoirs faits tout à l'heure. Y a-t-il d'autres exemples que vous pourriez nous citer sur des outils, dispositifs, actions qui peuvent favoriser justement cette liaison école-collège ? Oui, alors on pourrait citer les labomaths, les laboratoires de mathématiques qui se développent de plus en plus, alors notamment à la faveur du CNR, notre école Faisons-le ensemble. Un certain nombre de ces laboratoires sont financés dans ce cadre-là, et beaucoup aujourd'hui prennent une coloration interdegré avec un positionnement souvent dans le collège, parfois qui peut avoir lieu aussi dans les écoles. Alors, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que leur utilisation est assez inégale. Finalement, on voit des endroits où ça marche extrêmement bien, à nouveau parce que c'est plutôt piloté par le personnel d'encadrement en local, finalement, et on voit que c'est un vrai outil à la fois pour faire venir les élèves de CM2 dans le collège, mais pas simplement pour visiter le collège ou pour regarder les choses en lien avec la vie quotidienne, mais vraiment pour qu'ils commencent déjà leur apprentissage dans l'enceinte du collège. Donc il y a déjà un premier pas qui est fait grâce à ça. C'est un outil aussi intéressant en termes de formation des enseignants et de rencontre des enseignants du premier degré et du second degré, notamment par des constellations interdegrés qui peuvent se monter sur les mathématiques. Donc c'est un levier intéressant. Et inversement, il va y avoir d'autres situations où, malgré des volontés locales, moi, les chefs d'établissement m'expriment parfois, ils me le disent comme ça, mon labo il est vide, où ils vivotent. Voilà. Et donc, où on a du mal à lancer la dynamique sur le terrain. Et là, on parlait de pilotage, et je crois que c'est là où c'est intéressant aussi de dire qu'il y a une deuxième dimension au pilotage qui peut être une dimension plus macroscopique, à l'échelle du département ou à l'échelle académique, avec pour objectif d'enclencher ensuite des dynamiques en local. Et dans l'Académie de Normandie, les corps d'inspection sont en train de se saisir de ces laboratoires de mathématiques. Les inspecteurs pédagogiques régionaux en mathématiques sont en train de mettre en place un vrai pilotage des labomaths avec des séminaires académiques, avec une utilisation de ces laboratoires pour la formation initiale des professeurs via l'INSPE, professeurs du premier degré, professeurs du second degré, la formation continue aussi avec les constellations interdegrés que je citais, et puis tout un processus de labellisation avec 4 niveaux qui rend compte finalement de la capacité de cet outil à se saisir de la question pédagogique et à faire vivre cette question pédagogique. Ce qui est intéressant dans leur démarche, c'est qu'ils positionnent vraiment le laboratoire sur les transitions, la transition école-collège d'une part, mais aussi, parce qu'elle est aussi importante, la transition entre le collège et le lycée. Donc on voit bien là les deux niveaux de pilotage qu'on peut imaginer. Il y a le pilotage local, mais aussi un niveau plus macroscopique
avec pour objectif d'enclencher des dynamiques locales par la suite. Tout à l'heure, Fabienne Tricotet nous parlait des pactes enseignants. Comment vous percevez, vous, leur évolution, pardon. Leur évolution leur développement sur... Alors, le territoire. Les pactes enseignants se développent progressivement. Je crois qu'aujourd'hui, on est à une quarantaine de pourcents, une cinquantaine de pourcents des dotations qui étaient prévues. Donc, voilà, on voit une vraie montée en puissance et on voit que les différents acteurs sont en train de se saisir progressivement de ce levier qui permet effectivement d'avoir des activités complémentaires pour les professeurs. Fabienne Tricotet, toujours autour de ce pilotage interdegré, est-ce que vous pouvez vous aussi nous partager quelques exemples concrets qui facilitent et qui prolongent ce pilotage? Alors on a une expérimentation en cours qui est le recrutement d'une conseillère principale d'éducation, donc d'une CPE, en interdegré. Donc l'idée, c'était d'essayer de sécuriser justement le parcours des élèves et puis de travailler, puisque c'est sur un territoire très particulier où sera mis en place un contrat local d'accompagnement, un CLA à la rentrée 2024. Et finalement, l'idée de ce poste de CPE interdegré, c'est je le disais, de sécuriser les parcours, mais de travailler aussi soit sur les compétences psychosociales des élèves, mais en ciblant spécifiquement celles qui vont pouvoir être particulièrement utiles pour s'adapter à un nouveau lieu, comme François le disait, un nouvel espace-temps. Et puis aussi d'avoir une relation peut-être un peu particulière avec les familles, puisque autant on arrive peut-être en particulier dans les petites classes, mais à avoir ce lien avec les familles dans le premier degré, autant ce lien, cette alliance éducative avec les familles et la présence des familles dans le second degré tend à s'effilocher petit à petit. Donc l'idée, c'est de construire en particulier sur des parcours qui risquent d'être un petit peu fragiles, des élèves qu'on a repérés particulièrement fragiles sur ce temps de travail. Donc ça, c'est un des dispositifs de pilotage qu'on est en train de profiler. Parce qu'effectivement, tout au début de cette intervention, on parlait du petit pas les uns vers les autres. C'est la parabole du petit colibri, on y va petit à petit. Mais en attendant, effectivement, pour une CPE, intervenir dans le premier degré, ça n'est pas son corps de métier. Ça n'est pas le public qu'elles ou ils ont l'habitude de côtoyer. En plus, avec finalement une vie scolaire qui relève totalement du professeur des écoles, où il n'y a pas de relais à la vie scolaire. Donc finalement, on se dit que c'est peut-être quelque chose qui va aussi faire vivre cette liaison école-collège via d'autres postes que les enseignants, les cadres dont on parlait tout à l'heure, mais aussi peut-être ces relais-là. Un autre peut-être... oui, Jean-Baptiste Montagne. Oui, juste un mot. On parlait tout à l'heure des évaluations et des indicateurs pour regarder un petit peu cette liaison école-collège. Je crois qu'aujourd'hui, on commence à avoir des idées à peu près claires sur les indicateurs de performance scolaire et une capacité finalement à mesurer la plus-value que peut avoir la liaison sur la performance scolaire. Il me semble en revanche que sur la vie scolaire, le climat scolaire, cette question est encore assez peu interrogée et ça me paraîtrait justement intéressant de conduire un travail là-dessus, de savoir à quel point une liaison école-collège efficiente est transformante sur le climat scolaire, sur la vie scolaire. Alors on a quelques idées, notamment avec l'éducation prioritaire, on voit des choses, mais une vraie objectivation de cette donnée-là me paraîtrait intéressante et aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'on soit complètement en mesure de la mesurer, justement. Et c'est vrai que le travail qu'on a entamé avec... la CPE, c'est aussi l'idée que finalement, dans le second degré, elle anime ou il anime le conseil de la vie collégienne, où il forme aussi les délégués, et que finalement, il y a un pendant dans le premier degré aussi, là où ça existe, des conseils des élèves, lorsque effectivement la coopération a été un peu mise en place, et que finalement, cette CPE peut aussi travailler de la même façon à une continuité de l'engagement citoyen
On parlait de parcours citoyen tout à l'heure. Typiquement, c'est quelque chose qui peut faire l'objet d'une liaison école-collège si on réfléchit à la continuité de l'engagement citoyen, par exemple. Alors, il y a un autre levier que vous avez cité dans le cadre de la préparation de cette table ronde, c'est le copilotage des pôles inclusifs d'accompagnement localisé, les PIAL. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet ? Alors, tout simplement, c'était l'idée d'embrasser complètement la liaison école-collège. Et finalement, lorsqu'on copilote des PIAL en interdegré, dans les départements et les académies où ça existe, finalement, c'est encore une autre instance dans laquelle on échange avec les principaux et l'inspecteur, lorsque ce sont des copilotages, mais c'est assez souvent le cas, sur la thématique de l'école inclusive. Et finalement, réfléchir à la continuité aussi des élèves les plus fragiles qui relèvent du champ du handicap, c'est aussi tout un public qu'il ne faut pas oublier dans l'idée de la liaison école-collège. Et c'est aussi, en tout cas pour ma part, ça a été l'occasion de créer un plan de formation continu des AESH qui interviennent aussi bien au lycée, au collège et à l'école. Et finalement, puisqu'elles appartiennent au PIAL et que dans ce PIAL, elles peuvent circuler entre le premier degré jusqu'au lycée, les former de façon commune, c'est aussi l'idée d'avoir quelque chose qui soit liant entre l'école, le collège et jusqu'au lycée. Sur cette question, il y a aussi une question de vraie amélioration de qualité de service public rendu et rendu aux familles. Je parlais tout à l'heure des ruptures qui sont toujours défavorables aux plus fragiles. S'il y a bien un champ dans lequel les ruptures sont vraiment dramatiques, c'est en termes d'école inclusive. Voilà. Et le fait de passer sur de l'interdegré permet de limiter au maximum ces ruptures-là, rupture entre l'institution scolaire au sens large et la famille d'ailleurs, et je crois que ça contribue aussi à améliorer là un vrai service public d'école inclusive rendu aux usagers et aux familles. Et c'est vrai qu'en préparant, on se disait aussi que finalement, dans les actions assez ordinaires à destination des élèves, quand on pense immersion, il ne faut pas qu'on oublie immersion vers la SECPA, quand elle existe. Il ne faut pas qu'on oublie une action spécifique vers l'Ulysse Collège. Parce que finalement, on a eu tendance peut-être à penser des immersions globales pour tous, mais il y a certaines transitions qui sont particulièrement accompagnés et qui n'ont pas tout à fait le même sens, puisque Ulysse Collège, ça veut dire il y aura des immersions avec mes camarades de 6e ordinaire. 6e SECPA, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose, ça veut dire je m'oriente vers quelque chose qui va être plus ou moins professionnalisant à court terme. Donc effectivement, il y a cette vigilance peut-être. Je vous voyais acquiescer, François Van Den Broek. Oui, complètement. Sur ce point de vue-là, donc les immersions importantes, et dans ce cadre-là, pour justement, c'est le mot que j'ai retenu, mettre du lien entre le premier et le second degré et faire en sorte que ça se fasse aussi en faveur et en priorité pour les élèves les plus fragiles. Alors, on voit bien dans tout ce que vous venez de nous dire depuis le lancement de ce débat, il y a une évolution progressive, un besoin en tout cas d'évolution vers un langage commun. Est-ce que les formations d'initiative locale sont aussi une solution pour aller vers ce langage commun ? Alors oui, pleinement, mais à nouveau, et on va reboucler toujours sur la même thématique, la question de ces formations d'initiative locale, c'est pourquoi faire ? Finalement, et dans quelle matrice elles vont venir s'inclure. Si la formation d'initiative locale est simplement un one-shot, sans avoir vraiment d'ancrage et de réflexion en amont sur pourquoi on l'a fait, alors c'est toujours utile, bien évidemment, de conduire une formation, mais elle n'aura pas toute la plus-value qu'elle peut avoir. À l'inverse, si elle s'intègre dans un plan d'action qui a été construit par un pilotage des personnels d'encadrement locaux ou avec une structure un peu plus macro si on travaille à l'échelle d'un BEF, là, on a un vrai levier qui est transformant pour les pratiques pédagogiques et qui sera transformant
pour la réussite des élèves. C'est vrai que typiquement, si on reprend nos exemples de tout à l'heure, si on devait envisager, vous m'avez posé la question tout à l'heure, est-ce que c'est suffisant ? Finalement, est-ce que c'est suffisant ? Peut-être pas, mais par contre, si c'est couplé avec une file, typiquement sur le travail personnel, cette fois-ci dans la classe, c'est-à-dire aller agir peut-être sur un enseignement plus explicite, ou en tout cas des pratiques coopératives, ou quelque chose de cet ordre-là, alors ça commence à prendre complètement sens. Et après, quand on construit en termes d'ingénierie de formation une file et qu'on en réfléchit les modalités, ça n'est pas forcément du descendant et que des apports. On peut tout à fait y intégrer sur le même modèle que les constellations, des visites croisées, du travail d'observation et d'analyse commune de séances de classe, y compris de la préparation commune. Et c'est vrai que c'est des films, nous, qu'on a fait il y a quelques années, où finalement on avait constitué une mini-séance ensemble et que la file permettait finalement de la co-animer, par exemple. Et là, je pense qu'on a un levier plus important qu'effectivement juste une file avec du descendant quand ça reste cohérent avec d'autres initiatives. François Van Den Broek, vous vouliez ajouter on voit bien en tout cas que le sujet fait débat, qu'on a pas mal de leviers, de freins, de solutions, d'outils, de dispositifs. Ça pourrait même conduire aujourd'hui à un sujet de recherche à part entière, justement, où en est la recherche à ce sujet et quels sont les sujets d'exploration pour la suite ? Alors peut-être que ce qui ressort de notre intervention, c'est on voit que la liaison école-collège, elle dépasse la logique d'actions ponctuelles qui sont ou de projets ponctuels qui sont toujours des moments bienvenus pour les élèves, mais qui ont parfois une difficulté à s'inscrire dans un vrai parcours de formation et on perd parfois du coup, l'idée, le fil des apprentissages qu'on veut mettre derrière. Donc, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que cette liaison école-collège, elle s'inscrit vraiment dans un système à la jointure entre deux organisations qui sont différentes. On a vu avec les interventions de mes collègues le poids que les pilotes pédagogiques pouvaient jouer dans l'organisation de cette liaison école-collège pour créer un cadre qui soit celui dans lequel les enseignants vont pouvoir échanger sur leurs pratiques pédagogiques et didactiques. Et tout ça doit se faire finalement au bénéfice de l'apprentissage des élèves en veillant à ce que les plus fragiles soient aussi accompagnés. Donc c'est ce que Jean-Baptiste disait tout à l'heure, et la sécurisation des parcours. On a vu que à cette logique pédagogique didactique pouvait aussi s'ajouter donc une logique éducative. Donc vous avez évoqué la vie scolaire, le parcours citoyen. Donc tout ça, c'est un système en fait qui n'est pas encore un champ d'études en tant que tel et qui mériterait peut-être que les acteurs locaux bénéficient d'un regard extérieur pour justement élargir davantage leur point de vue, pour faire en sorte que ce soit encore plus efficace. C'est l'objectif, en tout cas, il y a des discussions en cours peut-être avec certaines universités. C'est un thème effectivement qui est souvent envisagé par l'inspection générale ou à l'échelle de l'organisation d'une académie ou d'un département, mais du point de vue des universitaires, de la recherche en sciences de l'éducation, j'ai trouvé que peu de références sur ce sujet-là. Je ne sais pas ce que mes collègues, quel est leur regard. Même constat, et c'est sans doute une thématique qui pourrait être développée avantageusement. Alors justement, on va découvrir les ressources qui vous sont proposées comme chaque mois par Sylvain Paul. Vous la découvrez dans la Minute Bibli. Merci Marc-Antoine. Merci chers invités de votre présence et de vos conseils quant à la sélection proposée pour alimenter cette Minute Bibli. Je n'aurai évidemment pas le temps de présenter tous les articles, dossiers ou rapports ici en si peu de temps, mais bon, vous le savez maintenant, toutes les références seront mises à disposition sur notre site avec le replay de l'émission dans la rubrique Au Périscope. On commence comme d'habitude par les pages institutionnelles et en particulier la page dédiée à la liaison entre l'école et le collège sur education.gouv.fr. Celle en particulier dédiée au choc des savoirs qui présente le calendrier de mise en œuvre des différentes mesures prises pour élever le niveau des élèves, notamment le projet de refonte du socle commun pour la rentrée 2025. Voici à présent quelques articles. D'abord un article de Virginie Wolf paru dans la revue Diversité, le numéro 190 de 2017. Réflexion sur la liaison école-collège comme dispositif. On y présente les enjeux de ce dispositif et les modifications des pratiques qu'il entraîne à l'école.
Vous pourrez également consulter les références qui sont citées à la fin de cet article. Ensuite, on pourra consulter 2 textes synthétiques qui sont un peu plus anciens d'un point de vue institutionnel, 2011 et 2013, et rédigés et publiés au sein du Centre Alain Savary, Éducation prioritaire. Ils éclairent notamment sur les enjeux et donnent des pistes sur la continuité école-collège en éducation prioritaire. Toujours avec le Centre Alain Savary, on ira voir l'analyse d'une situation de travail, c'est une vidéo, une situation de copilotage d'un réseau REP+, sur la mise en place d'une formation en cycle 3. Même si elle date de 2017, elle met en lumière les problèmes liés aux fonctions, aux missions, au périmètre des pilotes, les IEN et les IPR référents, et les formateurs. Les CPC sont les conseillers pédagogiques de circonscription, et les FEP, donc les formateurs en éducation prioritaire. Je vous rassure, cela finit bien et cela montre bien l'importance du dialogue et de la prise en considération des problèmes liés aux missions de chacun. Le numéro 180 de la revue Administration et éducation de la FAE, qui est paru en 2018, donne, lui, la parole à des acteurs institutionnels et à des chercheurs sur la question d'une école du socle et de ses implications pour les pratiques et les identités enseignantes des premiers et second degrés, au-delà même de la transition CM2 6e ou du cycle 3. On pourra également s'intéresser à une action de recherche collaborative dans le cadre des LEA. Les LEA, ce sont les lieux d'éducation associés à l'IFE, l'Institut français de l'éducation. Cette action de recherche porte sur la lecture littéraire au cycle 3 dans l'Académie de Nice. Elle a débuté en 2023 et se poursuivra jusqu'en 2026. Vous trouverez sur le site des LEA la plaquette de présentation et tous les détails de cette action de recherche, les enjeux, les acteurs, les établissements impliqués. Bien sûr, on ne pourra pas ignorer le rapport de 2016 de l'Inspection générale de l'éducation nationale, expertise sur la continuité pédagogique entre l'école et le collège. Ce rapport met en lumière des contraintes juridiques et organisationnelles aux effets surestimés et des initiatives de terrain nombreuses, diverses, mais à faible impact pédagogique. À partir de ce constat et au regard d'analyses assez remarquables qu'a été amené à connaître la mission, tant dans l'enseignement public que privé, le rapport identifie les leviers à privilégier pour la mise en œuvre d'une professionnalité spécifique et relativement complexe au service d'une continuité école-collège efficace. Voilà donc pour ce qui est de ces quelques références d'aujourd'hui. Comme je vous le disais en introduction, vous retrouverez bien d'autres ressources de provenances diverses, notamment produites par l'IH2EF, l'INS-HEA, devenu l'INSEI depuis, sur Carnet-Info, Percé, etc. et tous les portails de recherche. Mais le temps me manque pour toutes les citer. Quelques changements ont eu lieu dans la programmation des périscopes en cette fin d'année et nous nous retrouverons donc le 14 mai prochain comme prévu, mais cette fois-ci pour un numéro consacré au pilotage de l'évaluation des élèves au périscope. D'ici là, profitez bien du printemps et n'oubliez pas de prendre soin de vous. À très bientôt donc, Marc-Antoine, chers invités, encore merci d'avoir pris part à cette émission. Je vous rends la parole. Au revoir. Merci beaucoup Sylvaine, merci en tout cas à vous trois, nos trois intervenants du jour, d'avoir participé à ce débat. Je propose de poursuivre le débat sur Internet, sur la plateforme X avec le hashtag Opériscope. N'hésitez pas à réagir à ce que vous avez entendu, posez vos questions éventuellement sur ce sujet de la liaison école-collège. En tout cas, merci encore à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour notre part le 12 juin prochain pour une nouvelle émission sur le dialogue social au Périscope. D'ici là, passez une belle journée, à très bientôt.